Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. Il y a tout juste un an, le dimanche 26 juin, c'était jour de fête au Panama. Le nouveau canal, élargi, rénové, laissait passer son premier monstre des mers, le Cosco, un navire chinois de 300 mètres de long, avec sa cargaison ce jour-là de 9472 containers. L'élargissement du canal de Panama, en plus des retombées attendues pour l'économie locale, redistribue les cartes du secteur maritime mondial. 90% du trafic de marchandises, rappelons-le, s'effectue par les mers. On estime aujourd'hui à 50 000 le nombre des navires qui sillonnent les mers, transportant chaque année 9 milliards de tonnes pour un chiffre d'affaires qui devrait bientôt atteindre 2 000 milliards de dollars. Et sur ce marché gigantesque, gonflé par la mondialisation des échanges, la concurrence est féroce. Concurrence entre les armateurs qui construisent des bateaux toujours plus grands, toujours plus rapides, capables de transporter d'énormes volumes à des coûts toujours plus bas. Concurrence aussi entre les canaux. Il y en a deux qui sont au carrefour de ce trafic mondial, le canal de Suez et celui de Panama. Le premier fit la gloire et le second fut le déshonneur d'un seul et même homme. Chronique signée Mélanie Ohayon. Ferdinand de Lesseps en était le maître d'œuvre. En 1880, l'ingénieur français entame les travaux du futur canal de Panama. Un défi colossal pour l'époque que Ferdinand de Lesseps entend bien ajouter à ses exploits. Il avait été le héros du canal de Suez inauguré 10 ans plus tôt. Au Panama démarre alors cet autre projet pharaonique sur 80 km de long. Mais dans cette jungle épaisse, le chantier prend une toute autre tournure. Des milliers d'ouvriers y perdent la vie, emportés par la fièvre jaune et la malaria. Glissements de terrain et inondations se succèdent jusqu'à la faillite retentissante du projet français. À cette débâcle financière s'ajoute la corruption de responsables politiques. La faillite de Panama est considérée comme le plus grand scandale financier du 19e siècle en France. En novembre 1903, le Panama accède à son indépendance et se sépare de la Colombie. Les Américains, qui avaient soutenu, même inspiré le coup d'État, obtiennent une concession à perpétuité sur la zone du canal. Une zone entièrement sous contrôle des États-Unis. Le président Roosevelt fait de Panama un instrument de l'impérialisme américain. En échange, le Panama reçoit 10 millions de dollars et 250 000 dollars de rente annuelle. Une maigre contrepartie en comparaison des milliards qui seront générés grâce au canal. Les États-Unis reprennent en main le projet qu'ils achèveront 10 ans plus tard. Le 15 août 1914, le canal relie enfin l'océan Atlantique et le Pacifique. Il révolutionne le trafic maritime pour les Américains. Pour relier New York à San Francisco par exemple, via le Cap Horn, plus de 22 000 km. Par Panama, à peine plus de 9 000 km. En 1977, après un large mouvement de contestation, le général panaméen Omar Torrijos et le président des États-Unis Jimmy Carter scellent la rétrocession du canal au Panama. Une souveraineté retrouvée qui ne sera effective qu'en 1999, après près d'un siècle de domination américaine. Le Panama doit alors affronter un nouveau défi. La taille des navires marchands s'accroît, le trafic s'accélère, rendant indispensable l'élargissement du canal. Le pays espère ainsi tripler ses recettes, qui lui rapportent plus d'1 milliard de dollars par an. Bonjour Laurent Tissot. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Neuchâtel et très intéressé au grand mouvement de l'histoire. Alors justement, le canal de Panama, celui de Suez aussi font partie de ces grands mouvements de l'histoire. Qu'est-ce qui fait qu'au XIXe siècle, après la réalisation du canal de Suez, Ferdinand de Lesseps s'attaque à l'isthme de Panama? Alors, il y a plusieurs réponses. Il y a un accroissement incroyable du commerce international. Les bateaux deviennent de plus en plus performants, ça résulte des progrès technologiques. Et bien sûr que les envies deviennent de plus en plus pressantes de raccourcir les routes commerciales qui sont très longues. Et Lesseps, en diplomate, comprend assez vite l'intérêt qu'il y a pour la France de percer un canal d'abord à Suez. Les Anglais sont contre. Il y a beaucoup de scepticisme chez les ingénieurs, mais Lesseps, un mégalomane, un but de lui-même, fait tout pour convaincre le gouvernement, pour convaincre les banques que cette
un moyen qui permettra à la France d'être numéro un et puis, bien sûr, de faciliter les échanges commerciaux. Et puis, vous avez préfacé un livre qui raconte l'histoire d'un ingénieur neuchâtelois chargé à l'époque de l'Essex de recruter des ouvriers chinois pour le projet français. Pourquoi va-t-on chercher des ouvriers chinois? Alors, on va chercher des ouvriers chinois, c'est pas la seule main-d'œuvre qu'on recherche, parce que l'esclavage est parfois est interdit, donc il faut trouver de nouvelles main-d'œuvre qui soient capables de construire ces grandes infrastructures, qui soient fiables, qui soient corvéables. Et notamment les Chinois sont réputés pour leur sens du travail. C'est des main-d'œuvre paisibles, enfin qui ne protestent pas trop. Donc là, on a un immense mouvement incroyable qui se met en place, une espèce de migration transnationale qui voit ces main-d'œuvre construire ces grandes infrastructures de chemin de fer notamment, mais aussi les canaux. Bien, une petite histoire dans l'échec de l'Essex, c'est que ça a permis des découvertes sur la malaria. Alors oui, on était persuadé que la malaria provenait de fourmis. Donc pendant très longtemps, les hôpitaux, les lazarets qui sont construits le long du canal, prenaient des mesures qui étaient absolument contre-productives. Et c'est les Américains, lors de la construction du canal, qui vont trouver la solution à cette grave maladie. Et le nombre de morts va chuter finalement. Le canal, ça va pas être une partie de plaisir, mais en tout cas, c'était un obstacle qui était quand même supprimé. Alors les Américains, vous venez de le dire, s'approprient la zone du canal, ils réalisent le canal. C'est important pour l'affirmation de l'impérialisme américain? Oui, c'est très important. Dès lors qu'au début du XXe siècle, les États-Unis se conçoivent comme une grande puissance. Le XIXe siècle, ça reste une puissance secondaire. Ils doivent résoudre des problèmes intérieurs, la guerre civile, et puis conquérir un territoire. Mais avec la guerre hispano-américaine, ils ont conscience qu'ils doivent maintenant jouer à un autre niveau. Et le fait que, bien sûr, entre l'Est et l'Ouest, c'est 4000 kilomètres, d'avoir deux marines nécessitait, bien sûr, un passage qui évitait le Cap Horn et qui permettait aux navires de relier assez rapidement les deux côtes. Donc il y a véritablement une exigence militaire et politique de construire ce canal. En 1999, le canal devient panaméen, enfin, serait-on de dire. Qu'est-ce qui fait que les Américains lâchent le morceau? Parce que c'est stratégiquement important quand même. On peut dominer commercialement sans forcément avoir une mainmise militaire sur le territoire en question. Donc on décide de se retirer, mais surtout en restant conscient que, d'ailleurs, un traité va être signé, que s'il y a un problème, une fermeture, l'armée américaine peut intervenir. Et puis alors les Panaméens, plus tard, récemment, vont finir par élargir et rénover leur canal. On voit ça en chiffres et en images, on se retrouve juste après. Les plus gros bateaux, ou presque les plus gros, ont désormais le choix de passer par le canal de Panama élargi. Il aura fallu pour cela 9 ans de travaux qui ont coûté au bas mot 5,4 milliards de dollars américains. Dans son gabarit initial, le canal et ses écluses pouvaient accueillir des navires de 32 mètres de largeur maximum, 295 mètres de longueur et d'une capacité de 4500 containers environ. C'est ce qu'on appelait dans le jargon maritime les normes Panamax. Avec l'élargissement, Panamax est devenu post-Panamax. 49 mètres de largeur maximale, 366 mètres de longueur et une capacité de charge triplée à 14 000 containers. De quoi concurrencer le rival de Suez sur les routes qui relient l'Asie et l'Amérique. Prenons l'exemple du trajet entre Yokohama au Japon et New York, via le Pacifique et le canal de Panama, 18 560 km. La route alternative via le détroit de Malacca et le canal de Suez totalise 25 120 km. Avantage, Panama. À chacun de leurs passages, ces mastodontes des océans laissent une facture de 500 000 $, ce qui représente au final 4,5% du PIB actuel directement tiré du canal, et même plus de 33% si l'on intègre les retombées indirectes. Comme l'Égypte et son canal de Suez, le Panama n'a donc pas vraiment le choix. Il parie sur une croissance continue du trafic maritime international. Laurent Tissot, est-ce que l'élargissement du canal de Panama lui permet de rester concurrentiel avec le canal de Suez? Alors c'est un problème qui pèse sur Panama. C'est-à-dire que Suez
a des désavantages, mais il présente beaucoup d'avantages, notamment au niveau des tirants d'eau, des tonnages. Donc le Panama doit toujours être en mesure de pouvoir accueillir des grands bateaux. Et ben, on a élargi une fois, deux fois. Est-ce que ça va suffire? C'est une question qui doit se poser, que les autorités panaméennes se posent, mais on ne peut pas simplement creuser de nouveaux canaux les uns après les autres. Parce que les plus gros bateaux existants, 20 000 containers maintenant, ne peuvent pas passer par Panama. Pas encore. Par contre, ils peuvent passer par Suez. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc l'hypothèque de Panama se trouve dans jusqu'où on va construire des plus grands bateaux et enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas une limite à cela? Mais là, on est dans un enchaînement qui peut-être provoque des inquiétudes chez les Panaméens. L'enjeu de l'élargissement, c'est quoi au fond? Ah bien, c'est de pouvoir contrôler quand même des routes commerciales. C'est quand même essentiel. On l'a vu, on l'a dit, c'est des rentrées d'argent absolument incroyables pour Panama. C'est 4,5% du PIB. Donc c'est un revenu, une rente qui est essentielle pour la vie du pays. C'est des milliers d'emplois. Et si on perd cette route et on perd cette position, eh bien, le Panama va se retrouver dans des difficultés. Donc il y a une exigence, une pression, une concurrence qui fait qu'il faut toujours penser à renouveler les infrastructures qui sont offertes aux grandes compagnies maritimes. Et puis il y a peut-être un autre projet qui pourrait concurrencer Panama, c'est un projet chinois au Nicaragua, donc entre le Pacifique et l'Atlantique, un canal plus gros permettant de passer de plus gros bateaux. On en est où avec ce projet? Alors bien sûr que le canal du Nicaragua date du début, même la deuxième moitié du 19e siècle. Donc c'est un ancien projet qui revient de temps en temps, voilà, qui revient à jour. Et là, aujourd'hui, effectivement, les Chinois ont tenté de convaincre les autorités nicaraguayennes de creuser ce canal qui permettrait de concurrencer Panama et qui permettrait peut-être pour les Chinois de prolonger la route de la soie, dont il y a beaucoup question ces derniers temps. Dans l'autre sens, il y a la route de la soie à travers l'Asie centrale et puis il y a la route de la soie à travers le Pacifique. Donc il y aura une cohérence et ça permettrait aux Chinois de s'imposer comme le leader du monde au niveau des routes commerciales. Mais il va se faire. Alors, il y a une faillite, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais dernièrement, bien sûr, un accord a été signé entre Panama et la Chine, ce qui tendrait à croire que finalement les Chinois vont renoncer au canal du Nicaragua pour se concentrer sur le Panama. Mais bon, l'histoire, là, nous dira quel canal va finalement s'imposer. Et puis, il y a une autre autoroute des mers qui pourrait s'imposer à l'avenir avec le réchauffement climatique. C'est la fameuse route du Nord-Ouest à travers le pôle Nord. Alors, effectivement, on en parle beaucoup. Il y a une trentaine de bateaux qui passent chaque année par cette route. C'est de la musique d'avenir, parce que là, il y a comme des défis techniques qui sont très importants. Mais c'est pas impossible que dans quelques années, on voit cette nouvelle route, effectivement, se dessiner, concurrencer sérieusement Panama. Et Suez aussi. Et Suez. Eh bien, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci, Laurent Tissot. C'était un plaisir. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci. Si vous souhaitez prolonger cette émission, je vous invite à lire cet excellent ouvrage de Pierre Royer, Géopolitique des mers et des océans, Qui tient la mer, tient le monde, paru aux presses universitaires de France. Notre invité du jour à Géopolitis a préfacé un livre de correspondance, celle d'un ingénieur suisse chargé de recruter clandestinement des ouvriers chinois pour le canal de Panama. Récit d'une incroyable épopée paru aux éditions d'En Bas à Lausanne en 2014. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette émission, comme toutes les autres, est visible sur notre site geopolitis.ch. Pour mieux comprendre le monde, rendez-vous chaque semaine, même durant l'été, sur la RTS et TV5 Monde. Toutes les équipes qui ont permis cette édition vous remercient. À bientôt.